Bonjour à tous. Merci infiniment de vous être déplacés si nombreux et de manifester ainsi votre intérêt pour la condition animale en politique, et plus précisément pour le collectif et le manifeste Animal Politique que nous allons vous présenter aujourd'hui. La plateforme Animal Politique a été initiée en janvier 2016 par mesdames les députées Laurence Abeille et Geneviève Gaillard, que le collectif Animal Politique et moi-même tenons à remercier. Le 2 juin dernier, un colloque composé d'intellectuels célèbres pour leur intérêt quant à la condition animale a été présenté à l'Assemblée nationale et a rencontré un vif succès. À la suite de ce colloque, le collectif Animal Politique, composé de 26 organisations de protection animale, mutualisant de manière totalement inédite dans leur histoire leur expertise et leur expérience, ont commencé à échanger pour rédiger collectivement le manifeste Animal Politique. Ce manifeste est composé de 6 grandes thématiques inhérentes à la condition animale, à savoir les animaux d'élevage, l'expérimentation animale, les animaux de divertissement et de spectacle, les animaux de compagnie, la faune sauvage, ainsi que le rapport entre l'animal et la société. Je vais tout d'abord donner la parole à mesdames les députées Laurence Abeille et Geneviève Gaillard, puis à Mathieu Ricard, moine bouddhiste et humanitaire que nous remercions chaleureusement pour son engagement concernant la condition animale, ainsi que pour son soutien au collectif et au manifeste Animal Politique. Puis chacun des référents des groupes thématiques viendront vous présenter les propositions concernant leur domaine d'expertise. Nous terminerons par une série de questions-réponses avec l'assistance. Je vous remercie pour votre attention et j'invite maintenant Laurence Abeille à prendre la parole. Bien. Merci beaucoup Lucille Péget. Je suis assez émue, je dois dire, ce matin de nous voir si nombreux dans cette salle avec aussi des caméras, des photos et toutes celles et ceux qui ont participé à cette aventure, aventure qui, je le dis tout de suite, doit continuer. Je l'espère très fort. Alors, Geneviève Gaillard et moi sommes 2 députés. Elle, Geneviève, depuis plus longtemps que moi, beaucoup plus longtemps que moi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, j'ai rejoint très rapidement le combat de Geneviève Gaillard sur la question de la condition animale dans son travail législatif. C'est tellement difficile d'arriver à évoquer ces sujets, d'arriver à en débattre et d'arriver à faire changer les choses. C'est tellement difficile que Geneviève et moi avons réfléchi à un certain nombre de possibilités pour faire avancer ces débats dans l'hémicycle et donc faire évoluer la loi. Dans cette possibilité, nous avons choisi ensemble suite à un constat qui était celui de dire qu'il y a beaucoup d'associations de protection animale sur la condition animale. Elles sont diverses. Elles ont des histoires longues ou des histoires plus courtes. Elles ont des formes de militantisme différents. Mais toutes, elles parlent fondamentalement du même sujet, mais de façon différente, sur des thématiques différentes. Et au fond, cette grande variété était aussi une faiblesse pour nous. Et je pense pour le sujet de la condition animale qui a besoin d'être relayé au plus haut niveau et de façon fédérée, de façon collective. Nous avons donc proposé aux associations, donc à l'époque 22 et puis c'est devenu 26, associations de se retrouver ensemble et d'envisager ensemble quelque chose. Et en leur disant bien, nous sommes là, non pas pour faire, mais pour que vous puissiez faire ensemble. Et donc nous avons été, je crois, des facilitatrices, des organisatrices, de façon à mener à bien un projet qui était d'abord un colloque, qui a été, je crois, un très grand succès, et rassembler des groupes de travail, donc inter-associations, sur des thématiques qu'elles ont choisies pour arriver à ce manifeste Animal Politique. Animal Politique, c'était aussi d'ailleurs le nom du colloque, et je pense que ça dit bien ce que ça veut dire. La question animale est une question politique, et elle doit rentrer dans le débat politique, ce qu'elle n'est aujourd'hui évidemment pas, ou en tout cas de façon extrêmement insuffisante. Voilà. Donc cette réunion d'aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce que je considère comme étant quand même une première grande étape de ce travail collectif des associations pour que dans les politiques publiques, et il en est question en ce moment, puisque nous avons des primaires de la droite en ce moment, puis ce sera les primaires de la gauche, et puis il y a des candidats issus d'autres partis politiques, et on va avoir un moment intense de débat. Il faut que dans ce débat politique qu'on va avoir en 2017 et qu'on commence déjà à avoir, la question de la condition animale soit un enjeu majeur. Nous ne pouvons plus considérer que l'animal est une chose, nous ne pouvons plus considérer
que l'animal, les animaux, sont des êtres vivants que nous pouvons continuer à exploiter sans nous soucier finalement de ce qu'ils sont, des êtres vivants doués de sensibilité. Donc cette chose toute simple finalement nous porte dans les combats politiques. Nous avons essayé à diverses reprises sur un certain nombre de textes de loi de modifier les choses sur la chasse, par exemple, sur les cirques avec animaux sauvages, sur des tas de questions, la corrida, bien sûr, avec évidemment aucun succès pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce que ce qui nous porte, c'est non seulement le travail associatif, mais aussi la mobilisation citoyenne. Cette mobilisation citoyenne, elle s'est faite grâce évidemment au travail des associations. Elle est maintenant, je pense, puissante et elle est jeune. Voilà. C'est une des caractéristiques, je crois, de cette sensibilité nouvelle dans la société, cette prise de conscience politique que nous ne pouvons plus considérer les animaux comme on l'a fait depuis des années, qu'ils doivent avoir dans notre droit une place particulière. Tout un tas de législations pourraient être transformées de ce fait, et c'est une autre façon, je pense, en conclusion, de considérer le monde du vivant. C'est-à-dire, nous faisons partie du monde du vivant, les animaux sont des êtres vivants, et les politiques publiques doivent aujourd'hui prendre en compte cette donnée qui est toute simple, mais qui aujourd'hui n'est pas du tout prise en compte, puisque nous considérons comme des êtres tout à fait supérieurs. Et les choses doivent impérativement évoluer. Je crois que c'est la société aussi qui nous le demande. Nous devons répondre à cette société. Et les représentants que nous sommes à l'Assemblée nationale doivent pouvoir être plus nombreuses pour porter ces sujets-là. Et donc le monde associatif, le monde citoyen doit nous porter aussi et faire entendre sa voix pour que nous soyons soutenus et qu'au niveau du gouvernement, enfin, les choses changent aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être venus nombreux aujourd'hui à cette conférence de presse. Merci Mathieu Ricard d'être présent parmi nous. Je pense que c'est extrêmement important. Je vais essayer de ne pas répéter ce qu'a dit Laurence, parce qu'évidemment, on est toutes les deux dans le même mouvement. Et donc, je voudrais simplement dire aussi mon émotion de vous voir tous ici. Pourquoi ? Parce qu'en 2002, ça fait plus longtemps qu'elle que je suis élue. Je termine mon 4e mandat. Et donc, juste un petit mot d'historique pour vous expliquer ce que je ressens. Eh bien, en 1997-98, je me suis aperçue que rien n'avançait en matière d'animaux, de protection animale. Et j'avais demandé à faire une mission d'information à l'époque sur le trafic d'animaux, sur la corrida. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'associations de protection animale qui s'intéressaient évidemment à ces sujets, qu'elles n'étaient pas toujours en phase les unes avec les autres, mais j'ai remarqué aussi que les hommes et les femmes politiques s'en fichaient un peu, excusez-moi du terme. Moi, combien de fois ne m'a-t-on pas dit « mais tu ferais mieux de t'occuper des hommes plutôt que de t'occuper des animaux ?» Et ma réponse était toujours la même: quand on s'occupe des animaux, on s'occupe des hommes, et quand on s'occupe des hommes, on s'occupe des animaux. Ça allait de soi, sauf que ce n'était pas la même chose pour tout le monde. Et donc, en 2002, j'ai décidé de créer le groupe d'études de protection animale que je pilote depuis cette date-là. Et je remercie Laurence Abeille de l'avoir rejoint, parce que ça nous a donné, comme qui dirait, une force de frappe plus puissante. Mais combien de fois j'ai remarqué que les politiques balayaient d'un coup de poignet tout ce qui concernait la condition animale quand on veut être reçu dans les ministères sur le sujet. Un exemple que je vais vous donner, c'est la loi de 98 sur les chiens dangereux, où là, faire entendre sa voix était complètement impossible. Et d'ailleurs, cette loi est passée alors qu'elle a malheureusement des défauts énormes et qu'on n'a jamais pu réussir à la faire changer malgré tout ce que des confrères ou bien des associations peuvent aujourd'hui dire sur ce sujet-là. Donc on ne pouvait pas bouger. Parallèlement, la société était peut-être à ce moment-là, à part vous bien sûr, moins sensible à cette cause animale, Laurence l'a dit, et que des évolutions se sont faites jour
et que là, on arrive probablement dans une période où les choses avancent. Je le disais tout à l'heure, elles avancent peut-être un peu trop lentement à mon goût, mais elles avancent quand même. Et le fait de voir aujourd'hui, de vous voir aujourd'hui, de voir les 26 ou 27 associations réunies, avoir pu travailler autour d'un manifeste, eh bien, me remplit de joie, d'autant plus que ma vie politique va s'arrêter dans peu de temps et que je vais laisser à d'autres le soin de pouvoir continuer, même si certainement j'aurais pu faire plus, mais j'ai fait ce que j'ai pu dans ce domaine-là. Donc je suis très contente que vous soyez ici rassemblés, réunis, que vous ayez travaillé sur ce manifeste qui est important pour moi et pour vous et pour l'avenir, parce qu'on voit bien que les associations... Regardez ce qui s'est passé au Sénat il y a peu de temps, hein, où on demande une commission d'enquête, quand même, c'est incroyable, sur les associations qui s'intéressent aux animaux. Je résume un peu. Donc vous vous rendez compte l'image qu'on veut faire passer dans notre société, que les associations de protection animale sont toujours des empêcheuses de tourner en rond. Elles empêchent les lobbies de faire ce qu'ils peuvent. Et c'est en permanence comme ça. Donc malgré tout, et malgré tout cela, je vois que la société évolue, je vois que les associations sont capables de se rassembler pour faire une force de frappe encore plus importante. Et j'espère que vous utiliserez ce manifeste et ce collectif pour pouvoir aller voir vos hommes et femmes politiques pour leur dire que l'animal, comme le disait Paul Valéry, l'homme contient l'animal comme l'adulte l'enfant, et qu'on ne doit pas laisser les animaux, comme on le voit quelquefois et souvent encore aujourd'hui, dans des situations qui sont insoutenables. Quand on a un peu d'humanité, quand on connaît ce qui se passe, on ne peut pas tolérer ça quand on est une femme et un homme politique au XXIe siècle. Alors, ça mettra du temps, certainement, mais continuez, je vous en prie, continuez de travailler, continuez d'être ensemble. Je crois que c'est la plus grande force que vous pouvez avoir désormais, c'est d'être ensemble, de défendre ensemble des idées. Et ainsi, les hommes et les femmes politiques ne pourront plus vous rejeter dos à dos, ne pourront plus dire à un moment donné, eux, ils veulent ça, eux, ils veulent pas ça, etc., etc. C'est votre force désormais d'être ensemble, de pouvoir vous fédérer, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et de dire aux hommes et aux femmes politiques que la condition animale est importante pour l'avenir de nos enfants, qu'ils soient des animaux sauvages, qu'ils soient des animaux domestiques, quelle que soit leur nature, quel que soit leur statut. Il faut que vous continuiez ça. Alors moi, je regarderai de l'extérieur, voilà, puis je continuerai de me mobiliser, évidemment. Mais je crois que c'est important, et moi, je suis fière de vous pour le travail que vous avez fait, et ce manifeste qui est un manifeste particulièrement intéressant et qui, certainement, va troubler, je pense, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Excusez-moi d'avoir parlé si longtemps. Je vais laisser la parole à Mathieu maintenant et continuer, je vous en prie, continuez dans ce sens-là. Je crois que c'est votre force désormais qui est ouverte et c'est le chemin qui va vous mener à avoir des réussites encore plus grandes que celles qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Merci. Merci infiniment Laurence Abeille et Geneviève Gaillard. Je vais prendre la parole rapidement avant de laisser Mathieu Ricard s'exprimer. Je vais présenter le collectif Animal Politique. Donc, malgré l'intérêt croissant des Français pour la cause animale, la dénonciation des actes de cruauté et la reconnaissance de la sensibilité des animaux par la science et le droit, l'engagement des politiques pour améliorer leur situation reste très insuffisant et en décalage avec les attentes de la majorité des Français. Face à ce constat, et fortes de leur expérience, 26 organisations de protection animale ont décidé de se rassembler au sein du collectif Animal Politique pour porter la voix de ceux qui ne peuvent s'exprimer et mettre la question animale au cœur des préoccupations politiques. Dans la perspective des prochaines échéances électorales, notre collectif a rédigé le manifeste Animal Politique. Il dresse un état des lieux de la situation des animaux sauvages et domestiques en France et formule nos attentes les plus urgentes sous la forme de 30 propositions concrètes, réalistes et applicables immédiatement sur les 6 thématiques majeures de la protection animale,
les animaux d'élevage, l'expérimentation, les animaux de divertissement et de spectacle, les animaux de compagnie, la faune sauvage, ainsi que la place des animaux dans notre société. Il est destiné aux candidats à l'élection présidentielle et aux élections législatives afin qu'ils prennent position publiquement sur son contenu. Aujourd'hui, ensemble, construisons une société respectueuse des animaux. Les membres du collectif Animal Politique sont l'Alliance Anti-Corrida, Antidote Europe, l'ASPAS, l'association Stéphane Lamar, Cétacé, CIWF France, CNSPA, SPA de France, pardon, Code Animal, Crac Europe, FLAC, Fondation Assistance aux Animaux, LFDA, Fondation Brigitte Bardot, Fondation 30 millions d'amis, FUDA, LifeFow, L214, OABA, One Voice, PETA France, ProAnima, Sea Shepherd, SNDA, l'ASPA, 269 Life France et Wellfarm. Merci infiniment pour votre écoute. Je vais maintenant donner la parole à Mathieu Ricard. Je voudrais tout d'abord faire une déclaration d'humilité de me retrouver ici à la tribune, alors qu'il y a de nombreuses grandes voix de la défense des animaux, de grands spécialistes, d'éminents spécialistes du droit des animaux et des militants qui, de tout leur cœur, font avancer cette cause au jour le jour. Donc, je vais essayer de me faire le mieux possible l'avocat de vous tous. Il est certain que, merci beaucoup, mesdames les députés, d'avoir tout votre combat et de ce que vous avez initié ainsi de façon si puissante. Je crois qu'on ne peut pas arrêter la civilisation en marche. Rappelez-vous qu'il y a seulement 2 siècles, on allait le dimanche après-midi, au lieu d'aller voir des matchs de foot, on emmenait femmes et enfants voir des personnes se faire pendre ou se faire supplicier sur la roue, sur la place publique. La dernière sorcière a été mise à mort en Suisse en 1825, c'est pas si longtemps que ça. Donc nous avons aboli l'esclavage. À l'époque, les députés anglais pensaient que c'était chose impossible, que l'Empire britannique ne pouvait pas économiquement survivre sans l'esclavage. Et 10 ans plus tard, l'esclavage était aboli. La Convention internationale contre la torture, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons maintenant passé de 1,5 milliard de personnes à 800 millions de personnes qui sont encore sous le seuil de la pauvreté. Les buts du millénium des Nations Unies, tout ça, c'est d'immenses progrès de civilisation. On ne peut plus revenir en arrière, retirer le droit de vote aux femmes et se dire l'esclavage, c'était pas si mal finalement, ça avait du sens économiquement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme grand pas de civilisation ? Nous devons faire face à cette immense incohérence éthique qui reste, qui est la nôtre. À savoir, nous sommes tout, ils ne sont rien. La valeur de la vie humaine est à juste titre non négociable. On ne peut plus mettre une étiquette. Il reste bien sûr du trafic humain. Il y a encore 4 millions ou quelque chose d'esclaves dans ce monde, mais au moins c'est contre toutes les lois internationales. On ne peut plus dire la valeur de la vie humaine, c'est 100 000 euros, 50 000 euros, ce n'est plus possible. Mais quand on en vient à la valeur intrinsèque de la vie animale, elle est quasiment nulle, sauf si elle a une valeur commerciale ou d'intérêt, d'agrément pour satisfaire les besoins ou les intérêts humains. Les animaux sauvages restent nullus, chose nulle. Vous en faites ce que vous voulez. Jusqu'à l'an dernier, les animaux d'élevage étaient des biens mobiliers, des tabourets qui se déplacent. Donc un peu de bon sens. Mais tout cela vient tenir au fait que nous manquons totalement de considération pour les faits, à savoir que les animaux sont des êtres sensibles, qu'ils ressentent comme nous la douleur, s'ils ont des émotions, et si nous avons des émotions, de l'intelligence, si nous sommes équipés pour sentir la douleur, c'est le résultat de millions d'années d'évolution. Et ce n'est pas tombé du ciel brusquement, nous avons commencé à être intelligents, commencé à ressentir la douleur, commencé à recevoir des émotions. Et donc il y a un continuum que personne ne saurait nier, et donc nous devons prendre conscience de cela. Donc, de quelle façon les traitons-nous ? 120 millions d'animaux chaque heure sont tués pour les intérêts humains. C'est comme si ça n'existait pas. En une semaine, ça fait autant de morts que de personnes tuées dans toutes les guerres de l'histoire de l'humanité. Et c'est toutes les semaines, et encore, et ça continue comme si de rien n'était. Donc là, vous avez une incohérence éthique fondamentale. Si vous posez la question à une assemblée, je l'ai fait plusieurs fois pour tester la chose, êtes-vous en faveur de la morale? Tout le monde lève la main. Êtes-vous en faveur de la justice? Tout le monde lève la main. Pensez-vous qu'il est juste et moral d'infliger des souffrances non nécessaires à des êtres sensibles? Une fois, une personne a levé la main, j'étais très intéressé, il a mal compris la question. Le débat s'arrête là.
Aujourd'hui, ces souffrances ne sont plus nécessaires, à part quelques peuples, pêcheurs ou esquimaux, on ne va pas les embêter, mais ça fait 98% de l'humanité n'a pas besoin de continuer à faire ce massacre en masse. Vous avez vu les chiffres, c'est énorme. Non seulement on n'a pas besoin, mais tout le monde y perd. Les animaux en premier, 60 milliards d'animaux terrestres, 1000 milliards d'animaux marins par an. Et ça recommence tous les ans, encore et encore. Donc c'est un génocide, ce n'est pas comme d'exterminer un peuple ou une civilisation ou une culture ou une religion, c'est de les faire naître encore et encore pour les tuer encore et encore. Donc c'est énorme. Et en même temps, donc les animaux sont évidemment les premières victimes. Mais pas seulement ça, l'élevage industriel et toute la chaîne de production de viande est maintenant la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre, 15% dans le monde. Après les habitations et avant même les transports, ces fameuses voitures, bateaux, avions, etc., qui polluent tant. Le rapport du GIEC a dit que si la consommation de viande continue à augmenter à la même rapidité, à cause de pays comme la Chine, dont le GDP augmente constamment et qui mange de plus en plus de viande, ce facteur à lui seul, si la consommation doublait d'ici 2050, interdirait de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement global, ce facteur à lui seul. La pauvreté dans le monde. On expédie 750 millions de tonnes de céréales d'Amérique latine et d'Afrique vers les pays riches pour produire de la viande. C'est une usine de protéines à l'envers. Il faut 10 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de viande. Ça pourrait nourrir 1 milliard de personnes. Ça n'a pas de sens. Alors qu'il y avait une famine en Éthiopie, on continuait à exporter du grain pour la production de viande en Angleterre. Ces choses-là sont insensées. Et cerise sur le gâteau, ou j'oserais dire sur le gâteux, comme dit ma mère, c'est même pas bon pour la santé humaine. Après tout ce qu'on vous a rabâché, que nos enfants, si on avait un régime végétarien comme alternative à l'école, ils vont dépérir, ils vont avoir des anémies, etc. Les études sont bien connues. Certaines ont été réalisées à Harvard sur 18 ans, sur 100 000 personnes. Mais l'OMS a donc rassemblé 400 de ces études et a conclu sans ambiguïté que la consommation régulière de viande rouge et de viande traitée, mais le reste aussi, était en gros nocif à la santé. Donc qu'est-ce qui gagne dans cette affaire ? Alors, vous demandez aux gens pourquoi tenez-vous tant à continuer à manger de la viande? La réponse est très simple. Une enquête a été faite en Australie. 80% parce que j'aime ça. Eh bien, écoutez, la vie d'un animal est plus important que le goût d'un aliment. Et ça, il faut qu'on vienne à ça. Deuxième raison avancée, parce que dans la famille, ce n'est pas pratique de ne pas manger de viande. Bon. Troisième raison, parce que je ne sais pas quoi faire à manger. Ben, il y a des très bonnes recettes de cuisine. Maintenant, c'est délicieux, je vous assure. Donc, il n'y a pas une... Alors, la tradition... Tout ça, ce sont des descriptions. Mes goûts, la tradition, ces descriptions n'ont aucune valeur éthique et morale. Et donc, il est temps d'avoir une éthique logique. Parce que des gens qui sont doués de raison, de logique, quand on en vient à la question des animaux, c'est le chaos intégral du point de vue de la logique. Moi, on m'a souvent opposé, après la sortie de mon modeste livre, un argument que je ne m'attendais pas. Ben d'ailleurs, Franz était présent, une philosophe distinguée m'a dit « Ne trouvez-vous pas indécent de vous occuper des animaux alors qu'il y a tant de souffrances en Syrie partout ?» Asséné de cette façon, vous vous sentez tout bête. Sauf que, en quoi est-ce que tuer 60 milliards d'animaux terrestres par an, ça aide les réfugiés en Syrie, les droits de l'homme en Chine ou autre chose? Et en quoi arrêter va-t-il nuire aux personnes du Darfour? C'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de moins aimer les humains, il s'agit d'aimer mieux tout le monde. Et d'ailleurs, pour ceux qui en doutent, que comme vous le disiez, si vous vous occupez des animaux, vous allez moins vous préoccuper des humains, ma fibre scientifique m'impose de citer une étude faite en neurosciences où on a mis dans des IRM 30 personnes qui étaient végétariennes pour des raisons éthiques et 30 personnes prises au hasard dans la population. Et on leur a présenté des images de souffrance humaine et de souffrance animale. Eh bien, figurez-vous quoi, ils ont réagi, les végétariens réagissent beaucoup plus aux souffrances humaines comme animales, et les autres beaucoup moins aux deux. Donc, comme disait Lamartine, on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les hommes, on a un cœur, on n'en a pas. Et juste, si vous permettez une digression un peu philosophico-bouddhiste, si on compare la bienveillance au soleil qui brille sur tous, sans discrimination, si vous vous disiez, je vais simplement briller sur quelques-uns, mes enfants, mon petit chien, parce que je ne peux pas briller comme ça sur tout le monde, c'est trop fatigant. Qu'est-ce qui va se passer? Ces rayons de soleil vont être étriqués, biaisés, faibles. Vous allez recevoir peu de chaleur et peu de lumière. Donc, en essayant de faire cette discrimination, de vous concentrer uniquement sur certains objets de votre bienveillance, vous aimez moins tout le monde. La bienveillance,
Et l'amour altruiste, ce n'est pas comme un gâteau au chocolat, on ne peut en donner qu'une partie à tout le monde. C'est une manière d'être, une attitude, c'est une qualité. Et donc, plus elle embrasse l'ensemble des êtres sensibles, plus elle sera de meilleure qualité pour tout le monde. Donc, en bref, comme disait Gandhi, dans ce combat, les civilisations changent, bien sûr. Il disait, au début, on vous ignore. Hein. Je disais à France, au début, quand j'ai lu le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, quand j'avais 16 ans, j'étais ornithologue, on prenait tous pour des rigolos de première. Donc, au début, on vous ignore. Ensuite, on vous ridiculise. Hein, c'est ce qu'on fait. Il n'y a qu'à voir une étude faite sur les termes employés pour les défenseurs des animaux, les végétariens dans la presse. Ça a été fait en anglais, sur le vocabulaire. C'est des gens dangereux, ils sont des extrémistes. Ils vont dire qui sont les gens les plus violents dans le secteur. Hein. Ce n'est pas ceux qui prônent de cesser d'infliger des souffrances aux animaux. Donc au début, ensuite, ils vous ridiculisent. Finalement, ils vous combattent. Ils disent, oh là là, finalement, attention, ça va faire changer les choses. On va nous enlever notre beefsteak de la bouche. La compassion, on va s'arrêter au bord de l'assiette. Mais maintenant, ils vont attaquer nos assiettes. Donc ensuite, on vous combat et finalement, vous triomphez. Parce qu'on n'arrête pas la civilisation en marche. Nous avons besoin, au fond de nous-mêmes, d'une éthique cohérente. Nous avons besoin d'éviter la dissonance cognitive qui fait qu'on aime les chiens, qu'on mange les porcs et qu'on porte les vaches. Vous avez lu le livre de Mélanie Joy, elle a fait une très bonne expérience. Elle a servi un excellent ragoût le soir. Et là, finalement, elle a demandé la recette. Elle a dit, bah, c'est simple, vous prenez votre épagnol breton, vous le coupez en morceaux, etc. Tout le monde, hop, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Notre ami Émeric Caron disait, on mange les escargots, on ne mange pas les limaces, on n'aime pas les SDF. Mais pourquoi? Quelle est la différence? Le spécisme, c'est une espèce de différence absurde, non seulement entre les humains et les animaux, mais entre les animaux entre eux. Il y a ceux qui sont mignons, ceux qui ne sont pas beaux, etc. Donc voilà, en gros, je pense qu'en tant que civilisation, et Gandhi disait, on mesure le degré d'une civilisation à la façon dont il traite les animaux, ce n'est pas qu'il était évidemment, et vous le savez, exclusivement préoccupé des animaux, il a libéré l'Inde de l'oppression, mais c'est un signe de la cohérence de notre éthique. Donc nous devons aller vers cette cohérence éthique, c'est en fait inévitable, parce que depuis un certain nombre de siècles, nous n'avons cessé de progresser vers le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, maintenant, ça inclut 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Ils ne sont pas là simplement pour nous amuser. Et Gilles Boeuf disait, il y a 80 000 espèces de coléoptères. Ils ne sont pas juste là pour l'amusement ou l'utilité des êtres humains. Donc apprenons à respecter ces autres êtres sensibles. Ils ont la forme d'intelligence et de capacité dont ils ont besoin. Nous composons des opéras et des symphonies. Une barge rouge de l'Alaska sait naviguer sur les étoiles et sur la lumière polarisée pour faire 10 000 km non-stop pour arriver en Nouvelle-Zélande. Nous en sommes bien incapables. Elle a les capacités dont elle a besoin pour survivre. Donc respectons l'ensemble de cette biodiversité. De plus, si nous continuons de la sorte, déjà plus de la moitié de la population des espèces a disparu depuis 30 ans. Et nous allons, si on continue comme ça, à 30% de la disparition de toutes les espèces sur Terre, la 6e grande extinction depuis l'apparition de la vie sur Terre. Ce n'est pas une mince catastrophe, c'est un bouleversement. Et bien sûr que nous en serons parmi les victimes, pas les seuls, mais nous en ferons certainement partie. Et quand vous aurez 250 millions de réfugiés climatiques, hein, toutes ces histoires de ne pas savoir accueillir les migrants aujourd'hui, ça sera une autre affaire. Donc tout ça, c'est un combat d'ensemble. Le combat pour l'environnement est le grand combat du XXIe siècle. Le combat pour la cause des animaux fait partie intégrante de ce progrès de civilisation. Donc continuons ensemble et faisons rendre vraies les paroles de Gandhi. Merci. On va appeler maintenant les représentants des différents groupes, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bon, on va redescendre d'un cran, là, finalement. C'est un peu dur de passer après Mathieu Ricard, mais je vais quand même vous parler plus directement du manifeste. Donc, quand je dis on redescend d'un cran, c'est qu'effectivement, c'est un manifeste qui s'adresse aux politiques, qui doit être porté par les politiques. Donc, tous ne sont pas au même stade de prise en compte de l'éthique. Mais voilà. Donc là, le premier volet concerne les animaux d'élevage. Parce qu'il y a plus d'1 milliard d'animaux terrestres, et là je ne parle pas des espèces aquatiques qui sont bien plus nombreuses et tout aussi importantes, mais dont on doit bien évidemment tenir compte également. Donc plus d'1 milliard d'animaux terrestres qui sont abattus chaque année en France, principalement donc à des fins alimentaires.
La majorité d'entre eux sont élevés de manière intensive dans des conditions qui sont incompatibles avec leurs besoins physiologiques et comportementaux, donc dans des batteries de cage, dans des bâtiments. Et pour les adapter au système d'élevage ou aux objectifs de production, eh bien, les animaux subissent de nombreuses pratiques douloureuses, les mutilations, le gavage, également les sélections génétiques. Une souffrance qui ne s'arrête pas aux portes de l'élevage. Pendant les transports, les animaux ressentent stress et douleur. Et pendant leur transport, donc, ces conditions de souffrance sont exacerbées par la longueur aussi, la longueur de la durée de transport. À l'abattoir, on l'a vu, des dysfonctionnements humains, matériels et même institutionnels, ainsi que les mises à mort sans étourdissement préalable, engendrent des souffrances aiguës des animaux. Enfin, l'offre alimentaire actuelle, opaque et insuffisamment diversifiée, ne permet pas aux consommateurs de contribuer à l'amélioration de la situation des animaux d'élevage. Parallèlement à la réduction de la consommation de produits d'origine animale, il est urgent de favoriser par des mesures incitatives l'évolution des élevages vers des systèmes plus respectueux des animaux. C'est pourquoi nous estimons nécessaires les mesures suivantes. Premièrement, favoriser le plein air et interdire les cages, ainsi que les conditions d'élevage incompatibles avec les besoins des animaux. Deuxièmement, mettre fin aux pratiques d'élevage douloureuses, les castrations à vif, écornage, gavage, etc. Troisièmement, limiter la durée des transports d'animaux vivants et mettre un terme à leur exportation hors de l'Union européenne, où là, aucune règle ne s'impose. Quatrièmement, renforcer la protection des animaux à l'abattoir et rendre systématique l'étourdissement des bêtes avant leur mise à mort. Et enfin, faire évoluer les politiques alimentaires et agricoles par une meilleure prise en compte des animaux et de leur bien-être, avec un étiquetage obligatoire des modes d'élevage et d'abattage, également des alternatives végétales, et aussi conditionner la signature de traités de libre-échange, comme TAFTA ou le CETA, à l'adoption de clauses en faveur des animaux. Donc le deuxième volet concerne l'expérimentation animale, et donc c'est Ariel Moreau qui va vous le présenter. Voilà, j'allais simplement dire que nous allons inviter Ariel Moreau de One Voice, comme tu disais, Christophe, merci, pour nous présenter le pôle expérimentation animale. Bonjour, donc c'est une partie un peu technique. Les statistiques 2014 que nous avons eu tant de mal à obtenir du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche font état, donc pour 2014, de 1,8 million d'animaux utilisés pour l'expérimentation, alors même que des scientifiques remettent en cause la pertinence du modèle animal en matière de santé humaine. Près d'1 million de ces animaux ont subi des procédures provoquant une douleur allant de modérée à très sévère. Et 19% ont souffert d'une mutation génétique dont la majorité avec phénotype dommageable. La réglementation en vigueur en France résulte de la transposition d'une directive européenne de 2010 qui a pour objet de renforcer le bien-être animal en appliquant la règle des 3 R pour remplacement, réduction et raffinement. L'objectif final et annoncé de cette directive étant le remplacement total des procédures utilisant des animaux. Pour permettre le développement et la promotion des méthodes alternatives en France, une instance indépendante doit être créée. Alors certes, nous avons déjà un groupement qui existe et qui se dénomme Francopa, mais qui n'était pas doté des ressources nécessaires. Concomitamment, nous demandons à ce qu'un plan national soit lancé prévoyant des incitations fiscales, des aides à l'acquisition de matériel, de substitution dans l'enseignement ou encore la création de bourses et de diplômes dédiés. Par ailleurs, le terme alternatif, donc c'est vrai que c'est la partie un peu technique là, engendre un risque de confusion avec la règle des 3 R que j'exposais précédemment, affaiblissant l'effort réalisé pour la promotion des méthodes de remplacement. Une terminologie univoque s'impose donc. Enfin, la transposition de la directive doit être améliorée s'agissant de la composition des comités d'éthique et des sanctions qui sont prévues en cas de non-respect de la réglementation. C'est pourquoi nous estimons nécessaires les mesures suivantes. La première de ces mesures, c'est remplacer donc la terminologie de méthode alternative par celle de méthode de remplacement, qui n'implique aucun animal vivant ou tué à cette fin. Deuxième mesure,
créer une autorité administrative indépendante qui soit dédiée au développement et à la promotion de ces méthodes de remplacement. Troisième mesure, lancer un plan national des méthodes de remplacement. Quatrièmement, mettre en place des comités d'éthique d'établissement qui soient véritablement indépendants. Et enfin, instituer des sanctions pénales effectives et dissuasives. Merci infiniment, Ariel. Nous allons maintenant inviter Julie André. Pardon. Julie André pour nous présenter le pôle divertissement et spectacle. Bonjour. Les animaux détenus par l'industrie du loisir souffrent de la captivité. Capturés dans la nature ou nés enfermés, ils ont été séparés des leurs. Ils sont élevés pour être exhibés toute leur vie ou mis à mort dans une arène, dressés à exécuter des numéros contre nature, atteints de divers troubles du comportement. Et pourtant, les zoos, les cirques, les delphinariums et les arènes sont encore considérés comme des lieux de divertissement. Soulager la souffrance de ces animaux et améliorer leur quotidien est une urgence. À titre d'exemple, la Fédération des vétérinaires européens elle-même a reconnu que les numéros de cirque n'étaient pas compatibles avec la nature des animaux. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, lui, a pressé la France d'interdire l'accès des mineurs aux corridas, les qualifiant, je cite, de pratiques violentes ayant sur eux un effet préjudiciable. Fin de citation. L'Organisation mondiale de la santé animale a établi la liste des libertés fondamentales qu'elle considère comme indispensables au bien-être animal. Parmi elles, être épargné de la faim et de la soif, de l'inconfort physique, de la douleur, des blessures, de la détresse et de la peur, et surtout, être libre d'exprimer des modes normaux de comportement. Force est de constater qu'aujourd'hui, ces libertés fondamentales sont loin, bien loin, d'être respectées dans les lieux qui font commerce de l'exhibition des animaux. C'est pourquoi nous estimons nécessaires les mesures suivantes. Interdire la capture des animaux sauvages dans leur milieu naturel et leur importation sur les territoires à des fins de divertissement. Mettre un terme à la présence et à l'utilisation des animaux sauvages et domestiques dans les établissements et spectacles itinérants ou fixes. Mettre fin, dans les zoos et les delphinariums, aux programmes d'échange, d'élevage et de reproduction à des fins commerciales, de divertissement, de pédagogie ou d'études scientifiques. Abolir les corridas et les combats de coqs. Et enfin, imposer un code de bonne conduite dans les eaux territoriales françaises pour mettre les cétacés libres à l'abri des perturbations induites par l'observation touristique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Nous allons maintenant donner la parole à Anne-Claire Chauvency pour nous présenter le pôle animaux de compagnie. Bonjour à tous. Alors, les animaux de compagnie ont une grande place dans le cœur des Français. Pour preuve, la France se classe en tête des pays européens en termes de détention d'animaux de compagnie. Des chats, des chiens, des poissons, de plus en plus de nouveaux animaux de compagnie, des oiseaux également. Ils ne sont pas moins de 63 millions à peupler nos foyers, selon une étude FACO-TNS-Sofres de 2014. 63 millions. C'est quasiment autant d'habitants que compte la France. Mais les aimons-nous réellement comme nous le devrions ? C'est une question qui mérite d'être posée, car l'engouement des Français pour les animaux de compagnie apporte également son lot de dérives. Si la France se place en tête des pays européens en termes de détention d'animaux de compagnie, elle se classe également en tête de ces mêmes pays en termes d'abandon d'animaux. Ainsi, chaque année, ce ne sont pas moins de 100 000 animaux qui sont abandonnés par an. Souvent victimes d'une société de consommation qui ne leur donne finalement pas beaucoup plus de valeur que leur valeur marchande, qui ignore leurs besoins réels, ces animaux souffrent également de la méconnaissance que peuvent avoir leurs propriétaires sur leurs besoins comportementaux et physiologiques. Ce manque d'information conduit souvent à la non-stérilisation des animaux, aux abandons, ainsi parfois qu'à une euthanasie sans autre motif que le confort de leurs propriétaires. C'est pourquoi nous estimons nécessaires les mesures suivantes.
Tout d'abord, instaurer une véritable politique nationale de stérilisation et d'identification des animaux domestiques par des incitations fiscales et des campagnes d'information, en portant une attention toute particulière sur le cas spécifique des départements et régions d'outre-mer. Ensuite, interdire la cession des animaux par des particuliers sur les sites marchands, d'annonces gratuites et sur les réseaux sociaux. Faire de l'intérêt de l'animal une priorité dans les procédures de retrait et de saisie. Interdire les euthanasies qui ne soient pas justifiées médicalement. Et enfin, créer des services d'aide aux animaux appartenant à des personnes en situation de difficulté ponctuelle ou d'exclusion. Merci beaucoup Anne-Claire. Nous allons maintenant inviter Madeleine Reynaud pour nous présenter le pôle faune sauvage. Bonjour. Quand on parle de conditions animales, souvent on laisse de côté ou on oublie, enfin les laisser pour compte, ce qui est la faune sauvage. Parce que souvent la douleur se passe dans la campagne, loin des villes, loin de la vision. Donc je vais vous parler de la faune sauvage. Contrairement à l'animal domestique, donc, où l'animal sauvage est captif dans les zoos ou delphinariums, l'animal sauvage à l'état de liberté n'est toujours pas protégé par le droit français. Lui infliger des sévices graves ou l'abattre de manière barbare n'appelle aucune poursuite. Cette situation incohérente permet toutes sortes d'abus au nom de la tradition, pour la chasse ou à des fins mercantiles. Tout animal, qu'il soit captif ou libre, doit être reconnu comme un être vivant doué de sensibilité. En France, plus des 2/3 des espèces chassables, c'est-à-dire 91 espèces, c'est une exception française sur le nombre d'espèces, sur les dates de chasse. Enfin, on a un beau palmarès, on est exceptionnel. Mais sur ces 91 espèces, 2/3 des espèces sont en mauvais état de conservation. Leur chasse, tout comme la perte d'habitat ou la destruction du milieu, contribue à faire diminuer les effectifs, accélère la raréfaction et empêche toute véritable politique de protection à leur égard. Les seules données rendues publiques sur le nombre d'animaux détruits par la chasse datent de 98 à 99 et ont compté 31 millions d'animaux abattus. Depuis, les données ne sont plus rendues publiques. On sait pourquoi, 31 millions d'animaux pour du loisir. La chasse est également dangereuse, pas que pour les animaux, mais pour les personnes qui se baladent dans la nature. Chaque année, on décèle plus de 100 accidents, dont une dizaine mortelle chaque année. L'année dernière, 2 étaient des non-chasseurs, des non-pratiquants de l'activité. C'est un des seuls loisirs où ceux qui ne pratiquent pas l'activité peuvent être tués. Et le commerce d'animaux sauvages est également une menace pour leur survie et va à l'encontre des efforts mis en place dans la lutte contre le trafic et le braconnage. C'est pourquoi nous estimons nécessaires les mesures suivantes. Reconnaître à tout animal sauvage le statut d'être vivant doué de sensibilité. Interdire les pratiques barbares, réprimer les pratiques sources de stress infligées aux animaux sauvages, on va dire en dehors du stress qui peut être infligé pour des soucis de protection d'une espèce. Réformer la chasse pour mieux protéger la faune sauvage et favoriser le retour naturel des grands prédateurs. Une chance pour nous, on a fait un sondage en septembre 2016. 91% des Français demandent une réforme ferme de la chasse. Adopter des mesures contre l'insécurité liée à la chasse pour permettre la coexistence de toutes les activités de pleine nature. Et mieux encadrer le commerce lié aux animaux sauvages protégés par les règlements français et internationaux. Merci beaucoup Madeleine. Nous allons maintenant inviter Dimitri Nguyen à présenter le pôle animal et société. Donc jusqu'à présent, il était question de politique sectorielle, faune sauvage, exploitation animale, mais il importe aussi qu'une politique globale relative aux diverses utilisations de l'animal soit développée pour mettre une réelle évolution de la condition animale dans notre pays. Ça repose déjà en premier lieu sur le respect de l'animal, qui doit être une notion enseignée dans les programmes scolaires, comme actuellement c'est le cas pour le développement durable. Il est également aujourd'hui à déplorer que les professionnels destinés à être en contact avec les animaux ou chargés d'assurer leur protection n'aient pas l'obligation de suivre une formation sur leurs besoins et comportements. Il découle de ce fait que les forces de l'ordre et les magistrats souvent rencontrent, par manque de connaissances, des difficultés pour faire appliquer les normes juridiques protégeant les animaux. Deuxièmement, aujourd'hui, les organisations de protection animale ne sont pas systématiquement incluses
dans les processus de décision politique et ne peuvent pas se constituer partie civile pour certaines infractions portant atteinte à l'intégrité ou à la vie de l'animal. Donc là, on a en tête les dispositions relatives au code rural notamment. Et par ailleurs, les statuts d'objecteurs de conscience et de lanceurs d'alerte ne sont pas définis ni suffisamment protégés par le droit, même si la loi Sapin 2 a apporté quelques évolutions. Enfin, il est regrettable que l'État ne dispose pas d'un organe indépendant dédié à la protection animale et ne puisse communiquer de données chiffrées et fiables relatives aux différents domaines impliquant les animaux. C'est pourquoi il est nécessaire les mesures suivantes. Premièrement, réintégrer la notion de respect des animaux dans les programmes scolaires et former le personnel éducatif à cet enseignement. Deuxièmement, rendre obligatoire des formations en éthologie et ou sur la protection animale pour tous les professionnels en contact avec les forces de l'ordre, que ce soit les éleveurs, les forces de l'ordre, les magistrats, et évidemment les gendarmes forcément. Troisièmement, renforcer la protection des objecteurs de conscience, ce qui est déjà le cas dans la loi Sapin 2 actuellement devant le Conseil constitutionnel, et lanceurs d'alerte, et permettre aux associations de se constituer partie civile pour toutes les infractions concernant les animaux. Quatrièmement, instaurer un système de recueil de données chiffrées dans tous les domaines impliquant les animaux, ce qui actuellement n'est pas le cas. Et cinquièmement, légitimer les politiques de protection animale en instituant un organe autonome dédié aux animaux et indépendant du ministère de la Culture et donner une place significative aux associations compétentes dans les organes décisionnaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dimitri. Merci à tous de votre présence et on voudrait en particulier remercier les personnalités qui sont venues nous soutenir aujourd'hui. Alors, dans l'ordre qui est noté là, Hélène de Fougerolles, Sama du groupe Chacaponc, Lolita Lempicka, Luce Lapin, Christine Bérou, Franz-Olivier Gisbert, Alain Bougrain-Dubourg et ceux qui ne sont pas présents mais qui nous soutiennent et qui, vous pourrez retrouver des petites vidéos sur Internet très prochainement, Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot. Encore une fois, merci à Mathieu Ricard, à Laurence Abeille et Geneviève Gaillard. Bravo.